Bon, alors avant de commencer euh, une, euh, une exposition relativement condensée de ce qui s'est passé dans la période entre le Paléolithique et le Néolithique, ce qu'on a appelé le Mésolithique, enfin dans les pays européens, on appelle ça dans le sud le Middle Stone Age, c'est-à-dire le, le milieu entre les, l'âge de pierre, les âges de pierre, quoi. Dans le sud, c'est-à-dire en Afrique, et ainsi de suite. On va parler un petit peu des glaciations. Alors là, d'abord, un tableau qui présente les grandes glaciations, c'est-à-dire, bon là, on est au début de l'homme, hein, 1,8 million d'années, c'est par là, hein, c'est dans le Dachau. Bien sûr, là, on est vraiment dans les très très grandes glaciations avec le couvrement d'une partie de l'Europe et ainsi de suite. Voilà. Alors nous, ce qui va nous intéresser, puisqu'on va travailler entre moins 10 000 et moins 5 000, c'est cette zone-là. C'est la fin du Wurm, en gros. Hein. Et vous allez voir, et c'est pour ça que je vous montre un petit peu ça, c'est que après ces grandes glaciations, il y a une sorte on pourrait dire de résonance qui apparaît dans une zone qu'on appelle le tardiglaciaire. Alors le tardiglaciaire, voilà un petit peu une échelle de temps. Voilà, je vais grandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, voilà, voilà. Alors vous voyez que par rapport à ce qu'il y a en dessous, on est dans cette zone-là. Mais ça continue à osciller entre ce que j'ai représenté par toujours des titres avec des glaçons, des petites périodes froides, enfin des périodes froides quand même, Drias 1, 2 et 3, on dit aussi Drias ancien, moyen et récent, et des périodes chaudes de réchauffement, on va dire, des interglaciaires, qui sont le Bolling, l'Alrode, le boréal et le préboréal. Le mésolithique ici, ça sera dans la zone boréale, préboréale, hein, mais il y aura quand même aussi une partie avec la fin, hein, en pré-boréal. Mais il y aura des parties où il y aura des refroidissements. Ces refroidissements sont de l'ordre de, en moyenne, hein, de 4 à 7 degrés, mais ce qui fait descendre la calotte glaciaire très bas et qui va évidemment obliger les groupes à bouger en fonction du refroidissement et du déplacement des troupeaux, de la température, les abris vont pas être les mêmes, les habitats vont pas être les mêmes, donc les mésolithiques vont avoir à subir beaucoup de choses de ce genre. Hein. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ces dates que j'ai eu du mal à reconstruire, et je remercie beaucoup Grégoire Marchand et ses collègues du CNRS de Rennes qui m'ont aidé par leurs articles, par les mails qu'on a échangés, à reconstituer approximativement ces dates qui sont sujets vraiment à discussion et que j'ai pris moi. En gros, elles sont issues d'un travail qui a été fait dans le bassin parisien sur les alluvions des rivières. Donc voilà à peu près ces dates. Hein. Donc souvenez-vous que c'est une période quand même avec des oscillations. Nous maintenant on est dans une période interglaciaire qui continue. Hein. Le quaternaire a commencé à 2,6 millions d'années et il continue maintenant. Voilà. Alors un exemple du mésolithique en France, c'est la petite île de Théviec dans le Morbihan où j'habite là, voilà, hein, île de Théviec, vers 4800-3008, donc des mésolithiques stationnaient sur cette île pour s'alimenter en coquillages. C'est à force de passer, ils créaient des amas coquillers, et dans ces amas coquillers qu'on a retrouvés, ils ont creusé des fosses où ils mettaient leurs morts. Ici, par exemple, vous avez un exemple d'une tombe où il y a une femme de 18 à 23 ans et un adolescent de 15 à 19 ans avec en position très repliée avec des coquillages en décoration et aussi des colliers
de coquillages et des cornes de cerf qui sont mis autour. Alors, euh, quand on quand on passe un peu de temps au Moyen-Orient, on va s'apercevoir qu'on a découvert quelque chose d'assez extraordinaire. Ici, en Syrie, euh, le temple de Göbekli Tepe. Alors on l'appelle le temple, en réalité on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un énorme monument, un des premiers monuments qui a été construit à ce moment-là. Vous voyez, c'est une structure circulaire avec plusieurs enceintes à l'intérieur et les grands piliers qui font 5 à 7 mètres de haut et pèsent 15 à 50 tonnes. Alors quand on rentre dedans par un trilithe, ici, qui est l'entrée, 3 pierres, on va voir que chaque pilier est gravé avec des animaux sauvages, avec des sculptures, et ceci donc avec à 11 000 ans. Hein. Continuons avec les premiers villages. Alors juste quelques mots pour présenter. Ici, alors voilà ce qui reste à peu près, bon ce n'est qu'un extrait, une simulation, des maisons qui étaient construites à cette époque. Alors ceci s'appelle une maison en grille. Voilà comment on pouvait imaginer sa reconstruction. Vous voyez la charpente, les murs en pisé et la couverture. Alors si l'on continue en Turquie, on va arriver à Çatalhöyük. Çatalhöyük, c'est un peu plus tardif, mais là on a vraiment, voici un échantillon refait en 3D. Alors vous avez ici les cours intérieures, et là on va pénétrer dans l'habitation. Une habitation, alors vous voyez qu'il y a une petite échelle qui permet de rentrer par au-dessus, parce qu'on rentrait par au-dessus avec des décorations. Et maintenant, on va aller dans ce qu'on a appelé les temples ou les maisons, les maisons où on faisait du culte. Eh bien, vous voyez ici sur les murs des décorations, alors des bucranes, au fond la déesse mère avec 3 bucranes en dessous, un vautour sur le côté, en peinture, avec des hommes décapités. Là, on change de pièce et là, on va découvrir une autre pièce qui est assez étonnante, qui est la pièce dite des léopards. Alors, les léopards, ils sont donc en stuc sur les murs, ils sont mis en relief comme ça, et ils font face à, on peut appeler ça une espèce d'autel, avec un bucrane, une tête de bouc en dessous, avec des cornes de bouc. Alors, Djer Fallamar en Syrie, c'est un petit peu plus tardif, et là, on voit par exemple ici, un des galets a été retrouvé, alors on a un symbole de vautour avec une panthère en dessous. Voilà à peu près les restes que l'on peut voir. Ici, vous avez une maison communautaire et vous avez des maisons, enfin dites communautaires, et autour des maisons, disons, d'habitation. Alors la maison communautaire, comme on peut le voir sur, sur la représentation, eh bien, elle est composée là au premier plan d'une banquette qui devait donner sur une petite salle. Et ici, vous avez des cellules qui devaient être, qu'on suppose être des greniers. Ici, vous avez, dans la partie en V, ça devait être un grenier avec, il y a un trou dans le petit muret qui sépare la partie de devant et l'arrière.
elle se construisait un peu, voilà ce qu'on a supposé, c'est-à-dire on faisait le tour, la charpente, voilà, et le tour était enduit de chaux, et petite maison aussi, on rajoutait la charpente et on recouvrait de chaux en laissant une ouverture par laquelle on entrait au-dessous. Et voici les maisons. Elles étaient construites à peu près de la même manière, avec des formes différentes. On commence par celles en cercle et puis ensuite on finit par les rectangulaires, ce qui n'est pas l'ordre de la simulation. Voilà les différents types d'habitations que l'on pouvait voir à Derf et Lamar. Maintenant, on va voir en gros plan comment on construisait à peu près, comment ils ont reconstitué la construction d'une maison. Voilà, on empilait des pierres qui étaient taillées, bien sûr, hein, taillées à une mesure, on appelait ça des pins. Et ensuite, une fois que ces pierres étaient bien empilées et réunies, eh bien, on passait une charpente et de nouveau de la chaux avec une palissade devant pour faire une terrasse. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans l'occupation. Ici, c'est un petit peu ce que j'ai reconstruit à partir des textes que j'ai vus. Voilà, vous avez la cuisine. Alors, vous avez une personne qui est en train de broyer du blé. Une autre au premier plan qui prend des rhizomes de nénuphar et qui va éventuellement s'en servir pour faire de la farine. Comme vous le voyez, il y a plein d'ustensiles autour pour travailler. Alors, un petit peu pour fixer les idées sur la position de la Terre par rapport au Soleil, hein, bon, ce n'est qu'une approche simplement pour faire comprendre les problèmes de position. Le rapport des dimensions est complètement aberrant, hein. Le Soleil est des milliards de fois plus gros que la Terre, je ne cesserai de le répéter. Mais bon, c'est simplement pour faire comprendre. Alors, la trajectoire ici de la Terre est matérialisée en bleu, c'est une ellipse. Elle contient en un de ses centres, puisqu'une ellipse a plusieurs centres, le Soleil. Et bien sûr, c'est la loi de la gravitation qui permet à la Terre de tourner autour du Soleil, parce que, bon, elle maintient... selon les théories de Newton, c'est les forces qui s'équilibrent de masse, et pour Einstein, c'est un puits à l'intérieur duquel la Terre se stabilise parce que elle est attirée par ce puits. Voilà. Bon, enfin, on va mettre ça de côté. Bon, alors on repère bien donc le Soleil ici et la Terre ici, puis la petite Lune ici. Hein. Et ça, c'est l'axe des pôles. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'axe des pôles est toujours incliné a priori dans le même sens, hein, c'est-à-dire du même sens par rapport au plan de l'écliptique, qui fait une vingtaine, 22, 23 degrés par rapport au plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est ça, hein, c'est le plan de l'ellipse en quelque sorte. Et donc quand la Terre tourne autour, on va le voir, elle se maintient avec cette inclinaison-là, ce qui produit bien sûr les saisons. Par exemple ici, hein, étant donné que le pôle Nord, on considère, hein, suivant la flèche, qu'il est par là et le pôle Sud par là, ici vous voyez que l'hémisphère Nord, il est emporté direct avec les rayons arrivent quasiment perpendiculaires à sa surface. Alors que dans l'hémisphère Sud, les rayons solaires arrivent en oblique. Alors ça veut dire que au point de vue quantité de chaleur, là, la quantité de chaleur reçue est plus forte ici que là, par unité de surface, bien entendu, hein, comme on le verra dans une petite vidéo sur la fin. Bon, ça c'est la première idée. Donc ici, par exemple, on est en été sur l'hémisphère nord et en hiver sur l'hémisphère sud. Maintenant, si je déplace ma Terre ici, par exemple, eh bien c'est le contraire. Vous avez ici les rayons du soleil qui arrivent quasiment d'une manière perpendiculaire sur l'hémisphère sud, alors que sur l'hémisphère nord, ils arrivent en biais. Donc je suis en hiver sur l'hémisphère nord
et en été sur l'hémisphère sud. Donc, vous voyez, les saisons intermédiaires, ce sont les positions intermédiaires. Mais c'était pour vous faire comprendre que cette inclinaison joue le rôle des saisons. On verra tout à l'heure que cette inclinaison n'est pas fixe et qu'elle bouge au cours du temps. Ce sont les paramètres qui produisent justement ces variations de température. Parlons un peu glaciation. Alors la glaciation, si j'en donne une idée simple, vous voyez, c'est simplement une variation de climat. Là, bon, c'est simplement pour le titre, c'est pour vous montrer. C'est la diminution de la température et donc évidemment l'accroissement de toute la neige, de la glace. Alors si je prends le globe terrestre, ici, hein, vous voyez ici vous avez le Groenland, la France est là, l'Afrique bien sûr est là, puis en gros le pôle Nord se situe par là-haut et le pôle Sud par là. Ce sont les zones froides et ici ce sont les zones chaudes. Hein. On verra tout à l'heure que ça correspond à l'incidence, enfin on va dire ça en mots simples, les rayons arrivent perpendiculaires ici ils arrivent en oblique et on verra que ça change la quantité de chaleur sur la surface. Au cours de sa vie, la planète oscille sur son axe et en plus elle oscille sur son orbite terrestre autour du Soleil et bien ça produit des effets qui vont changer le climat à la surface de la Terre. Hein. On verra tout à l'heure un petit peu les causes un petit peu plus en détail. Alors pour vous donner une idée de ce que peut être une glaciation, bien sûr ce n'est qu'une simulation, ça n'a aucune réalité effective, hein. Disons que les formes c'est simplement pour vous donner ce qui se passe. Et ben, vous voyez, vous allez voir, la glace envahit progressivement, vous voyez, là on le voit, envahit progressivement donc l'espace, surtout donc les parties nord. Donc vous allez voir, ça descend. Hein, bon, moi, vous voyez pas trop de réalité dans ces choses-là. Hein, c'est simplement pour vous faire comprendre. Vous voyez que ça arrive sur le nord de la France. Bon, ça arrive aussi, je l'ai pas représenté, mais sur les massifs alpins, tout ce qui est montagne. Voilà. Et ça s'appelle un inlandice, c'est-à-dire c'est un énorme glacier qui descend. Et puis au fur et à mesure, le temps se change, ça se réchauffe et évidemment la glace fond et reprend sa place habituelle. Voilà. Alors, afin d'expliquer un petit peu les variations du climat en plus des saisons, hein, les saisons étant tout simplement les variations de la position de la Terre autour du Soleil, les quantités d'éclairement n'étant pas les mêmes suivant qu'on a certaines inclinaisons. Justement, parlons-en. L'axe que j'ai figuré ici en vert de la Terre, c'est l'axe des pôles. Vous voyez que j'ai exagéré un petit peu, il est à 20 degrés hein, quand même, hein, par rapport au plan de la surface ici définie par l'orbite de la Terre. C'est-à-dire ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, parce que cette forme de trajectoire est en réalité un cercle aplati, ce qu'on appelle une ellipse. Donc ce plan de l'écliptique, l'angle que fait l'axe des pôles par rapport à ce plan, va déterminer, s'il était fixe, la position de la Terre des hivers et des étés dans les hémisphères nord et l'hémisphère sud. Hein. On verra tout à l'heure que la répartition de la chaleur n'est pas la même suivant qu'on est, vous voyez, ici en direct en bas, alors qu'on est très en oblique en haut, et si on passe de l'autre côté, bien entendu, comme l'axe de la Terre va rester le même, hein, on va changer d'éclairage. Mais c'est pas la seule raison, c'est que ces choses-là varient au cours du temps. C'est ce qu'on appelle, bon, ça a un nom, hein, c'est les cycles de Milankovitch.
ces axes, au lieu de rester toujours dans la même, de pointer dans la même direction, ils vont osciller. Et donc, évidemment, ça va créer les perturbations des étés et des hivers. C'est-à-dire qu'il y aura des hivers plus froids, des étés plus des hivers plus chauds, et ainsi de suite. Suivant cette inclinaison qui va être, qui varie au cours du temps. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a que la Terre, là, qui est toute seule avec sa petite lune. Eh bien, la Terre, en réalité, elle est soumise à deux attractions, hein, la Lune et le Soleil. Donc, c'est ça qui va générer les oscillations de cet axe. Mais, il y en a d'autres. Il y a d'autres planètes. Il y a des très grosses planètes comme Jupiter, parce que ici, hein, les tailles, ne vous y fiez pas. Hein, le Soleil est des milliards de fois plus gros que la Terre. Hein. La Terre est une petite tête d'épingle par rapport à un énorme Soleil. Bon, ben ici, c'est pour simplifier un petit peu. Mais les autres planètes, elles sont aussi colossales. Hein. Des planètes comme Jupiter, Saturne sont des énormes planètes. Et elles tournent aussi autour du Soleil. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, il y a tout un système. Et tout ce système va influer aussi sur l'orbite de la Terre, c'est-à-dire va le faire bouger, va faire changer ce qu'on appelle son excentricité, c'est-à-dire va plus ou moins s'écraser cette ellipse. Et donc évidemment, ça va changer, et selon les positions relatives, ça va changer la distance de la Terre à la Lune. Et donc ça va générer des variations de climat. Donc souvenez-vous, d'abord, bon, on va parler de l'excentricité, hein, donc les autres planètes génèrent de l'excentricité, et ça va bouger. Hein, Milankovitch, qui est l'auteur de ça, a montré que tous les 100 000 ans, ça bouge, ça change. Et deuxième chose qui va bouger aussi, c'est donc l'axe. La rotation de l'axe. L'axe va osciller comme ça autour de sa position, d'une position fixe. Ça, c'est tous les 40 000 ans. Alors, afin de mieux comprendre le rapport de tous les paramètres qui font que la Terre a des alternances d'hiver et d'été, et aussi des variations entre des périodes, disons, interglaciaires et glaciaires, eh bien, on va simplement faire une petite animation de la Terre qui, donc sur son orbite, hein, l'orbite est ici matérialisée par ce morceau d'ellipse bleue, et ça, le travers, c'est l'axe des pôles, l'axe de la Terre. Vous voyez qu'il est incliné par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme la perpendiculaire au plan de l'éclipse, et il a un certain angle de 23 degrés de poussière, enfin à peu près dans ces eaux-là. Et cet angle, justement, varie en fonction de l'été et de l'hiver. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en réalité, il y a un autre phénomène qui se produit, c'est que cet axe de la rotation de la Terre, hein, donc j'entends bien, la Terre tourne autour de l'axe de ses pôles, hein, on va appeler ça l'axe vert, c'est l'axe des pôles, et bien cet axe va lui-même tourner autour d'une certaine position, c'est-à-dire que son inclinaison ne va pas être toujours la même. Alors on va le voir sur la simulation. Alors bien sûr, tout ça c'est virtuel, hein, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, je lance, vous voyez. Alors vous voyez que l'axe vert, là j'ai exagéré, hein, bien sûr, l'axe vert oscille autour d'une position, en réalité c'est quelques degrés, hein, c'est 2-3 degrés de décalage, et il oscille, et donc ça va produire, suivant les époques, c'est-à-dire suivant les milliers d'années, des effets d'été et d'hiver qui vont pas avoir la même intensité, c'est-à-dire les hivers vont être plus longs, les étés plus froids, et après ça va se réchauffer et ainsi de suite. Vous voyez qu'ici, par exemple, quand la lumière arrive, eh bien cette partie-là est
comme on l'a vu dans la répartition de la lumière sur le soleil, hein, dans la simulation que j'ai faite, eh bien, ici, ça chauffe d'une manière assez importante, alors que dans l'hémisphère sud, ça chauffe pas très bien. Par contre, si je continue à tourner, vous voyez, même la Terre tournant sur elle-même, vous voyez, l'alternance d'été-hiver change. Et en plus, l'oscillation fait que ces étés vont être plus ou moins longs suivant les cas. Ces périodes disons de variation de ce qu'on appelle l'angle de précession, hein, c'est-à-dire que la Terre est une toupie en quelque sorte, et l'axe de la toupie oscille en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont dus à l'attraction de la Lune et ainsi de suite. Et ça fait varier avec des périodes de 40 000 ans. Hein, c'est ce qu'on appelle l'obliquité de la Terre. Hein. L'obliquité change et donc on a ce phénomène qui va produire, bien sûr, sur toutes les années qu'on a vues, hein, sur les millions d'années qu'on a vues, les changements de climat. Alors, afin de faire comprendre un peu les variations de climat, disons, les alternances de périodes chaudes et de périodes froides, j'ai fait cette expérience de pensée que j'ai simulée sous un logiciel 3D, Blender, afin de faire comprendre un petit peu comment se répartit l'énergie du Soleil, ici, représentée ici. Hein, ce cône, c'est une partie de l'énergie rayonnée par le Soleil. Et ici, vous avez la Terre. Alors la Terre, elle est zébrée, simplement pour se repérer sur la surface, en gros, pour savoir un petit peu la surface, avoir une idée. Et à côté, alors ça c'est complètement artificiel, je suis d'accord avec vous, c'est tout simplement la zone impactée par ce cône. Hein. C'est-à-dire, vous reconnaissez ici un petit peu, bon, il y a une petite ellipse, c'est cette partie-là qui a été sortie. Et ici, le petit point vert, c'est nous. On va habiter ici sur la Terre, donc en réalité, on est là, hein, sur la Terre, mais ça, c'est simplement une vision pour voir comment se répartit la surface du rayonnement, et on va faire bouger tout ça. Alors, vous remarquez que la Terre est légèrement inclinée, l'axe de la Terre est légèrement incliné par rapport, disons, à son déplacement. Hein. Bon, on verra ça dans une autre petite simulation. Cette inclinaison, on peut la faire varier, et justement, c'est cette inclinaison qui va nous donner les saisons, période été-hiver. Pourquoi? Alors, et aussi hein, les refroidissements climatiques, mais bon, ça serait une conséquence aussi importante. Alors pourquoi? Tout simplement, si je regarde ici par exemple, bon, j'ai mon cône d'énergie, donc de chaleur en particulier, mais aussi d'autres choses. Enfin, un cône d'énergie qui part du soleil, c'est un extrait, hein, c'est un échantillon qui part du soleil et qui vient impacter donc la Terre, ce qui est représenté ici, d'accord? Et puis moi je suis là et je reçois donc de l'énergie du soleil. Vous remarquez que la quantité d'énergie envoyée se répartit sur un certain nombre de rayures. Ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayures. D'accord? Maintenant, je vais changer de saison. Un petit peu plus droite. Voilà. Voilà. D'accord? Et, bien sûr, je vais regarder la quantité de soleil, d'énergie que je reçois. Donc je vais regarder ici. Eh bien, si je regarde le faisceau ici, tel qu'il arrive, eh bien, je n'ai plus que 1, 2, 3, 4, voire 5
rainures qui sont concernées. C'est-à-dire que l'unité de surface qui est ici est beaucoup plus faible que celle de tout à l'heure pour la même quantité d'énergie. Donc forcément, ce que je vais recevoir comme énergie va être plus importante en densité, c'est-à-dire en unité de surface, que ce qui était précédemment reçu. Donc c'est pour ça que je ressens une température plus importante. Et c'est la période de réchauffement. Avant, c'était la période de refroidissement. Et après, c'est la période de refroidissement. Donc je vous rappelle, obliquité, ici, on change ici l'axe de la Terre oscille, et bien sûr, le soleil, la quantité de soleil que l'on reçoit, elle, diminue par unité de surface, si j'ose dire, d'accord? C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, du bas, je monte progressivement, et voilà, ici, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rainures, presque 8, d'accord? Donc voilà ce qui fait varier la température à la surface de la Terre, enfin ce que l'on perçoit, nous, dans notre petit îlot vert.